Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour tout le monde, donc c'est encore Mathieu, toujours accompagné de Ariane. Bonjour tout le monde. Donc dans cette deuxième partie, on va poursuivre la discussion sur le sevrage alcoolique. Pour les gens qui n'ont pas écouté encore la première partie, je vous invite à aller l'écouter. On a parlé de l'identification du patient qui est à risque de sevrage alcoolique, la pathophysio ainsi que la première ligne de traitement qui sont les agents GABAergiques. Donc, on a pas mal fait le tour des agents GABAergiques. Maintenant, si on a un patient qui, malgré la prise en charge qu'on a fait à ce niveau-là, il est toujours réfractaire. On dirait qu'il répond pas à tout ce qu'on lui a donné comme médicament. Est-ce qu'il y a d'autres options vers quoi on peut se tourner? Ben, tu sais, dans le fond, il faut garder en tête, on parle du GABA et du NMDA, mais il y a une autre pierre angulaire aussi du traitement qui est la répression de la thiamine, la vitamine B1. C'est super important parce que la déficience en thiamine, c'est une complication du fait de juste s'alimenter avec de l'alcool, parce que l'alcool, pour l'instant, n'est pas supplémenté en thiamine. Il y a des régions du monde, là, comme en Australie, il y a une portion de l'Australie, je pense, qui est plus au nord, où ils ont rajouté de la thiamine dans... Vraiment? Ouais, parce que... justement pour éviter ces verniquets-là. Parce que, tu sais, la thiamine, il faut garder en tête, c'est une vitamine qui est essentielle à l'être humain et qu'on ne produit pas. Donc, on est entièrement dépendant de l'apport. Puis, comme ces patients-là n'ont pas un apport qui est suffisant, moindrement que tu as une consommation un peu métabolique, ben là, tu vas avoir un shift intracellulaire de la thiamine. Fait que là, c'est là que tu te mets à risque de verniquer. Fait que c'est pour ça que ces patients-là, ils sont à très haut risque. Fait qu'il faut absolument les traiter. Il faut absolument leur donner de la thiamine. Fait que, tu sais, en plus, c'est un cofacteur neuronal. Là, tu vas me dire quelle est la dose. Puis, tu sais, je vous entends là, à la maison vous dire, ouais, tu sais, quelle dose je donne, il y en a à peu près toutes. Mais c'est ça, dans la littérature, dès que tu penses à une dose, il y a un article qui va la backer, là. OK? Fait que je pense que l'essentiel qui est à retenir de ce qui existe de la littérature sur la thiamine, c'est que plus ton patient il est en sevrage important, plus tu devrais lui donner des doses élevées. Plus il est en sevrage longtemps, plus tu devrais y en donner sur une plus longue période. Fait que, tu sais, il faut pas hésiter à y aller à des hautes doses, là, du 500 mg IV aux 8 heures. Puis ça se peut que ton patient il en ait besoin plus que 3 jours. Là. Ça se peut qu'il en ait besoin 5 jours. Là. Il y a même des rapports de cas qui en ont donné pendant 3 semaines à 500 IV8. Là. OK. Puis tu sais, la thiamine, c'est une vitamine hydrosoluble. Fait que tu peux pas t'intoxiquer à ça. Non, tu vas juste l'uriner dans le fond. Exactement. Ce qui est à retenir, c'est que plus il est sévère, plus tu vas donner des hautes doses. Plus les symptômes sont longs, plus tu vas les donner longtemps. L'autre sujet par rapport à ça qui est toujours un peu controversé, est-ce qu'il faut la donner IV ou Péros, la thiamine? Ah, c'est super intéressant parce que le Péros, on s'est toujours fait dire que la thiamine, c'est pas absorbé. Ça serait en bas de 10% qu'on a une absorption. Ça serait une absorption qui serait passive, saturable. Il y a une étude dernièrement qui a testé cette hypothèse-là. Puis de façon extrêmement surprenante, ils ont testé 100, 500 puis 1500 mg Péros. L'absorption est plus importante avec une dose plus importante. Donc, en donnant 1500, on se ramasse avec à peu près 4 à 5 fois l'absorption qu'on a avec 100 mg. Fait que ça, c'est un peu mon interprétation. Là, tu vas me dire que c'est boboche, là, mais comme c'est une vitamine qui est essentielle et qu'on ne produit pas, c'est comme si le corps il se disait « Ah mon Dieu, il y en a beaucoup qui passent, je vais en stocker tout de suite. » Puis on s'est rendu compte que au lieu que ce soit une absorption qui est passive, saturable, il y a de l'absorption qui est active, non saturable, et de la passive, non saturable. Donc, vraiment, on peut utiliser le Péros, mais il faut prendre les hautes doses. Encore là, plus ton patient est sévère, plus tu devrais y aller vers la voie IV. Mais tu sais, pour un sevrage qui serait moyen, ou le patient qui arrache toutes ses voies d'accès, puis le IV n'est même plus une option parce qu'il est trop agité, puis pour une raison inconnue, il accepte le Péros, parce que ça m'est déjà arrivé. Ben là, tu peux y aller avec le Péros, faut juste en donner assez, dans le fond. C'est ça. En gros. Exactement. OK.
L'autre élément qui est important avec la thiamine, c'est que c'est un cofacteur pour métaboliser le dextrose. Hein. Souvent, nos patients ROH vont faire des hypoglycémies, donc on a tendance à vouloir leur donner du dextrose, donc leur donner du sucre, mais il faut s'assurer de leur donner aussi la thiamine, sinon ils pourront pas bien métaboliser. Oui, parce que la thiamine, c'est essentiel, comme on disait, mais elle a plusieurs facteurs. C'est un cofacteur neuronal, comme on en parlait tantôt, mais c'est un cofacteur enzymatique au niveau du cycle de Krebs. Et même de la première enzyme, là, la glucose 6-phosphate. Là. Ça veut dire que dès que tu commences à rentrer dans le cycle de Krebs, tu consommes métaboliquement de la thiamine. Fait que ton patient, si tu lui donnes du dextrose, puis il est à haut risque de déficience, si tu le répètes pas, il va tout consommer au niveau métabolique, cette thiamine, puis il en reste plus pour le cerveau. Fait qu'il va se taper un verniquet. Tu sais, il y en a des cas de verniquet en anorexie là, rapportés dans la littérature. Là, c'est sûr que tu as une hypoglycémie à 2, là, symptomatique. Comme on s'entend, là, répète ton glucose. Ouais. Mais donne la thiamine pas longtemps après, parce que c'est surtout sur l'apport, parce que ce patient-là va avoir besoin d'un apport en glucose soutenu. Fait que là, c'est super important de donner de la thiamine. Donc là, on a parlé beaucoup de la thiamine, mais est-ce que ces patients-là présentent d'autres désordres électrolytiques? Il faudrait qu'on s'intéresse aussi. Ah ouais, c'est super important parce que il faut les doser. C'est des patients qui sont à haut risque d'hyponatrémie, d'hypomagnésémie, d'hypophosphatémie, d'hypokaliémie. Donc, il faut les doser. Ces désordres électrolytiques-là. Et on parlait de déficience de thiamine, mais ils ont une déficience en folate aussi qui peut se produire. Fait que ça fait que c'est des patients qui sont à très haut risque de syndrome de réalimentation. Donc, il faut prêter attention. Là. Ils sont à très haut risque. Et en plus, fait que, il va avoir des désordres acido-basiques multiples, puis il va tous les avoir, OK? Pense-en à un, là. Ça veut dire, fait que c'est sûr que le sevrage ton alcoolique, il va l'avoir, OK? Règle générale, là, 80% des patients, ça va être mix, OK? Avec 25% de nos patients, ils vont avoir une acidocétose alcoolique. C'est un c'est une pathophysio qui ressemble quand même à l'acidocétose diabétique un petit peu, avec un mismatch insuline-excès de glucagon. Ce qui est important de retenir des désordres acido-basiques chez l'alcoolique, c'est que les lactates vont monter, mais de façon légère à modérée. Okay? Fait que si tu as des lactates très élevés, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Okay? C'est très rare que ça va faire une hyperlactatémie. Fait que ça, c'est un piège clinique parce que l'alcoolique, il va se présenter à l'hôpital. Des fois, il y a une cause médicale en dessous de ça, mais on va juste voir le sévrage alcoolique. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête. Donc, si je prends un exemple maintenant, là, un patient avec quand même un sevrage ROH sévère qui a nécessité une intubation, on l'a loadé en benzo, on lui donne sa thiamine, on lui donne sa multivitamine, on lui donne du folate, on a géré sa bulimie, tous les désordres électrolytiques ou métaboliques, on a tout géré ça. Mais là, on rentre dans l'espèce de paradoxe de benzo, là, de cercle vicieux. À chaque fois qu'on essaie de l'extuber, ben le patient se réagite. Fait que là, tu as envie de lui redonner des benzos. Puis là, il se rend dehors, pas capable de l'extuber. Puis là, ainsi de suite. Est-ce qu'on a des agents qu'on peut utiliser à ce moment-là pour nous aider à extuber ces patients-là? Ouais, ben c'est sûr que c'est des patients qui pourraient répondre aux agonistes alpha. Mais même si le patient est pas intubé, là, moi, vraiment que tu as un patient qui est en sevrage alcoolique, qui a de l'adrénergisme, si tu veux, tu peux utiliser un agoniste alpha pour casser l'adrénergisme. Mais encore une fois, si tu ramènes ta balance GABA-NMDA, souvent cet adrénergisme-là va s'auto-résoudre. Mais tu peux utiliser des agents comme l'ADEX, par exemple. Tu pourrais l'utiliser. Ça pourrait faire que tu as besoin peut-être un petit peu moins de benzo, ou de GABA, mais tu as quand même besoin de GABA, parce que ça ne te protégera pas contre les convulsions, là, par exemple. Donc, l'ADEX peut être utilisé comme adjuvant si on veut. On pourrait peut-être utiliser la clonidine aussi si on veut quelque chose qui est moins dispendieux puis que le patient a des belles pressions pour le tolérer. Puis là, si on repense à notre pathophysio, justement, on a comme la voie NMDA qui est en surexprimée. Est-ce qu'il y aurait moyen de la calmer, justement, d'utiliser cette voie-là pour... Oui, ben dans le fond, on pourrait bloquer le NMDA. On a un antagoniste des récepteurs NMDA, la kétamine qu'on pourrait utiliser. Puis on peut potentialiser le magnésium aussi, parce que le magnésium, il faut se rappeler, c'est un excellent bloqueur des récepteurs NMDA. Donc on peut jouer sur les deux. Fait que la kétamine, ça serait envisagé, chez ton patient qu'on pourrait appeler réfractaire au benzo.
Dans la littérature, c'est pas clair qu'est-ce qu'un patient réfractaire. On va souvent dire que c'est un patient qui va prendre en équivalent diazépam 40 mg par heure et plus, ou quelqu'un qui approche 300 mg de Valium en équivalent. Mais dans les faits, si on revient à notre pathophysio, il n'y a pas vraiment de patients réfractaires, c'est juste qu'on n'y en a pas donné assez pour ce qu'ils consomment. Mais quand on est rendu dans ces eaux-là, de patients dits réfractaires, c'est peut-être qu'on peut utiliser une approche multimodale, bloquer le NMDA pour essayer de diminuer tes besoins en GABAergique. Fait que, c'est à ce moment-là qu'on pourrait se dire peut-être que la kétamine pourrait être une option. Il n'y a pas de grosses études là, qui supportent son usage. C'est surtout des études rétrospectives où ce qu'on se rend compte que le fait de l'introduire rapidement, ça nous aiderait à prendre le contrôle du sevrage ROH, puis ça nous permettrait d'utiliser des doses cumulatives plus faibles. Et je pense aussi que ça pourrait nous permettre d'intuber moins les patients. OK. Puis dans ces études-là, c'est quelle dose ils utilisaient? Dans le fond, ils utilisaient des doses de kétamine en bolus de 0,3 mg par kilo, puis ils partaient une perfusion entre 0,1 à 0,3 mg par kilo/heure. Fait que ça, c'est un petit peu comme des doses dites analgésiques, là, si tu veux, dans ces eaux-là, donc subdissociatives. C'est le genre de dose de kétamine que tu pourrais utiliser. C'est intéressant. Puis, est-ce que tu as vu passer des choses sur la mélatonine en sevrage ROH? Moi, j'ai pas vu d'études en soi qui regardaient l'usage de la mélatonine en sevrage ROH, mais on le sait qu'il y a des changements au niveau du cycle circadien chez l'alcoolique. Ça plaît à l'esprit de dire que ça pourrait être utilisé. Là, la question qui tue, c'est quelle dose, quel moment d'administration. Moi, j'ai pas donné clair. Ça peut être raisonnable de se dire on peut tenter une dose entre 3 et 6 mg si on veut, à donner à quelque part en 19 et 21 heures. Si on décide de l'utiliser, il faut garder en tête qu'il y a peu de données qui supportent son usage. Mais ça peut être un moyen là, pour garder le cycle circadien du patient. Okay. Ça serait adjuvant. Je dis pas que c'est ce qui va traiter ton sevrage, là, mais bon. Ça pourrait être un petit arme dans notre petite poche. Là, okay. Puis la petite dernière chose qu'on a peut-être moins abordée, c'est les convulsions secondaires au sevrage d'alcool. Fait que là, je te donne un exemple d'un petit cas. Là, t'as un patient qui rentre aux soins intensifs avec des convulsions tonico-cloniques. Tu le connais bien, là, ce patient-là, il revient tout le temps. Là, c'est tout le temps la même histoire, c'est pour des sevrages d'alcool. Puis là, le résident en médecine, il t'accroche puis il dit « Mathieu, prépare-moi la dose de loading de phénytoïne. Là, le patient est en convulsion. Qu'est-ce que tu lui réponds? » Ben, tu sais, dans le fond, ça revient encore à cette histoire de GABA et de NMDA. Fait que ton patient, il convulse, il est surstimulant en NMDA, donc le fait d'utiliser un antiépileptique comme la phénytoïne, qui est un bloqueur sodique, va plus ou moins bien marcher. Ce que tu dois utiliser, c'est vraiment un agent GABA. Fait que tu prends du GABA, puis tu prends du GABA, puis après ça, tu prends encore du GABA. Fait que tu prends une benzo, tu prends du phénobarbital, tu fais sur le GABA. C'est vraiment ça qu'il faut faire. OK. Fait que finalement, la phénytoïne a probablement peu de place là, dans le traitement des convulsions secondaires au sevrage d'alcool, mais c'est sûr que si on a un doute sur le diagnostic, on peut tout de même l'utiliser. Fait que Mathieu, est-ce que tu peux nous faire un résumé un peu des agents qu'on utilise en sevrage ROH? Oui, fait qu'en résumé, ça revient à ramener l'équilibre GABA, récepteur NMDA. Fait que tu prends un agoniste GABAergique, soit une benzodiazépine, que ce soit lorazépam ou diazépam, ou du phénobarbital. Tu donnes de la thiamine comme cofacteur et en prévention / traitement du verniquet. Si tu prends tout le fignolage, là, tout ce qui est multivitamine, désordre électrolytique que tu dois surveiller. Si jamais tu as un patient qui est très adrénergique, tu pourrais essayer de le casser avec un agoniste alpha. Et tu as ce récepteur NMDA que tu pourrais bloquer avec du magnésium, ça c'est super important. Et là, tu aurais peut-être l'usage de la kétamine qui pourrait être utilisé. C'est supporté par des études rétrospectives, mais je pense qu'il y a des patients qui pourraient en bénéficier, là, surtout tes gros sevrages là, avec des doses de benzodiazépine plus de 300 mg en équivalent Valium ou ton patient qui prend plus que 40 mg heure en équivalent de Valium. Fait que, en résumé, c'est un peu le même que tu vas avoir une approche du patient ROH. Ah, c'est bon. C'est un bon résumé. Bon, ben super. Donc, je pense que ça fait le tour. Oui, ben ça fait un excellent résumé du sevrage ROH. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre semaine après semaine dans ce projet de fou. Si vous aimez, merci de partager avec vos amis et collègues qui sont aussi crinqués que vous autres en soins intensifs. Venez poursuivre la conversation avec nous sur Twitter et Facebook et les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Android, YouTube, Spotify et autres. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien, attention à vous autres, bye! L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.